invite à suivre des chemins de la connaissance sur le philosophe Arthur Schopenhauer, proposé par Lionel Richard en 1988. Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand entre Kant et Nietzsche, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. L'émission de Lionel Richard met en lumière les liens entre la vie et la pensée du philosophe. La philosophie de Schopenhauer fut essentiellement une pensée de la volonté, définie comme pouvoir, puissance de volonté. La volonté atteste le lien entre la chose en soi, indépendante de toute conscience, de toute représentation, et le moi. Or, Schopenhauer avait été marqué dès sa jeunesse par le suicide de son père. Le lien entre volonté et substance du moi, particulièrement serré dans l'acte du suicide, le préoccupa toute sa vie. Schopenhauer. Un philosophe et son monde. Une série d'émissions de Lionel Richard. Texte dit par Jean Topard. Mixage Henri Bérec. Réalisation Michel Delforge. On a reproché aux Allemands d'imiter tantôt les Français, tantôt les Anglais. Mais c'est justement ce qu'ils peuvent faire de plus fin. Car, réduits à leurs propres ressources, ils n'ont rien de sensé à vous offrir. Alors le 22 février 1788 naissait à Danzig Arthur Schopenhauer. Est-ce que l'on peut savoir à peu près dans quel milieu il naît et l'influence de ce milieu sur sa personnalité? Didier Raymond. Alors il naît d'un père Heinrich Floris Schopenhauer qui est commerçant, et d'une mère, Johanna Harriet, qui est la fille d'un patricien de Danzig, Christian Troisiénaire. Johanna, elle, est une jeune mondaine, et j'ajouterai un dernier personnage qui est Adèle, une sœur. Voilà sa famille à peu près. Oui. En ce qui concerne son père, on dit que la famille est d'origine hollandaise. Dominique Borel. Oui, mais je ne sais pas si on a des précisions sur ce point-là. En tout cas, ça jouera un certain rôle, puisque ceux qui tenteront d'annexer Schopenhauer à la France, ou en tout cas de le dégermaniser, ne manqueront pas, effectivement, de souligner cette ascendance. Mais d'abord, je crois qu'il y a autre chose. Il y a le fait que dans la famille de ce père, il y a eu, disons, des faibles d'esprit. Il y a eu au moins 2 frères et 4 honneurs qui ont été considérés comme fous. Pour revenir un peu à cette ascendance hollandaise que vous avez évoquée tout à l'heure, Lionel Richard, et je crois ce qu'on sait de cette ligne hollandaise, c'est qu'il y avait là des femmes qui étaient sujettes à des dépressions nerveuses assez graves, ce qui explique peut-être aussi un côté du tempérament de Schopenhauer, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, Schopenhauer lui-même insiste sur l'hérédité. Voilà, oui. Que dit-il de l'hérédité? Il dit, je crois, qu'il suffit, quand on regarde ses vices et ses vertus, de regarder du côté du père pour savoir d'où on vient. Georges Arthur Goldschmidt.
cela s'ajoute aussi le milieu, à savoir Danzig, c'est une ville de la Hanse. Et la Hanse, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus grande organisation commerciale allemande et européenne depuis le XVe siècle. Et c'est un mélange de souplesse et de raideur qui, au fond, caractérise aussi Schopenhauer plus tard. Il est vraiment le fils d'un commerçant de la Hanse. C'est tout dire, ça. Et je crois que c'est très important, c'est ça, parce qu'il est très anti-prussien. Il faudra bien faire attention. Ce sont des villes libres. Voilà, c'est quelqu'un qui d'ailleurs est parti au moment, la famille a quitté Danzig au moment où Danzig a été annexé par la Prusse. Et donc il y a sûrement ce côté des villes de la Hanse qui joue chez lui. En tout cas, on a ce personnage donc, qui est commerçant, mais qui en même temps est quelqu'un de très cultivé, qui est un homme finalement du XVIIIe siècle. Didier Raymond. Oui, qui a lu, qui aime Voltaire, qui aime les encyclopédistes. Et qui parle français. En tout cas, qui lit le français. Oui, qui lit le français. Oui. Et alors, l'anglais, Georges Arthur Goldschmidt. Et l'anglais. Tous les commerçants de la Hanse avaient l'anglais. Ils ne pouvaient pas faire de commerce sinon. Bien sûr. Oui, il lisait le Times à la maison. Schopenhauer se souvient très régulièrement, bien. Il lisait régulièrement le Times à la maison et il connaissait aussi très bien le français. Alors voilà, du côté du père et du côté de la mère, c'est assez étrange. D'abord, ce père a 38 ans, je crois, quand il épouse sa femme, qui en a, si mes comptes sont exacts, 19. Elle a donc très exactement la moitié de l'âge du père. C'était courant, ça, ces mariages avec une telle différence d'âge à l'époque? Absolument. Erika Thunner. Absolument, oui. Il faut ajouter qu'elle avait 22 ans lorsqu'elle a mis au monde Arthur Schopenhauer. Sa sœur Adèle a presque 10 ans de moins que lui. Bon, ça nous paraît très jeune aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était l'âge courant, si j'ose dire, n'est-ce pas? Et alors, la particularité de cette jeune femme, c'est d'abord qu'elle est une imbable, je crois, Didier Raymond. Elle aime la littérature. Oui, elle aime la littérature, elle écrit très tôt, elle devient assez vite une romancière estimée, reconnue, et elle aime s'entourer d'écrivains. Elle tient salon. Tenir salon, oui, c'est qu'elle fera beaucoup, après la mort de son mari. Elle le fait un petit peu de son vivant, mais beaucoup... Dominique Bourrel. Oui, elle a reçu d'ailleurs une éducation très cosmopolite et très intéressante par une huguenote de Berlin. Et puis il y a la princesse de Beaumont. Enfin, quand elle a été élevée, elle était déjà dans un milieu justement qui était au moins trilingue et qui se tenait très très au courant de la littérature française et des littératures européennes. Erika Thunner. Peut-être faut-il ajouter un mot sur ce cosmopolitisme de la famille Schopenhauer. Et je crois le père d'Arthur était un esprit, comme on dirait aujourd'hui, européen. Nous sommes à la veille de l'Europe. Peut-être faut-il le signaler. Il voulait absolument faire de son fils un citoyen du monde, comme il disait. Il a choisi le prénom d'Arthur parce qu'Arthur est un prénom qui est commun à presque toutes les langues européennes. C'est inutile de le traduire. Voilà, oui. Et c'est aussi grâce à ce père que Schopenhauer a appris la plupart des langues européennes, qu'il lisait dans le texte, qu'il savait donc admirablement bien. Alors, en ce qui concerne l'enfance même d'Arthur, donc Arthur Schopenhauer, quelle a été sa formation, Didier Raymond? Il est allé à l'école comme tout le monde? Oui, il est allé à l'école comme tout le monde, mais très vite il aurait voulu poursuivre ses études et son père ne voulait pas qu'il aille à l'université. Et avant que ne survienne le grand tour d'Europe que la famille va effectuer, le père lui a proposé ou de faire ce voyage avec eux, ou mais d'accepter au retour de faire des études commerciales, ou de poursuivre ses études. Et le jeune Schopenhauer n'a pas résisté, il a préféré le voyage.
Mais je crois qu'il y a d'abord un voyage avant même Erika Thouner. Oui, et Didier Raymond insiste à juste titre sur ce voyage à travers l'Europe, mais je crois qu'il faut signaler un premier séjour en France. Voilà, c'est ça, un premier séjour en France. Très très jeune, je crois, il a 9 ans, 8 10 ans. 8 ans, voilà, au Havre. Il est allé au Havre. Il en a gardé un souvenir très très heureux. Là, il a appris le français, les rudiments du français, et puis il note expressis verbis qu'il se liait d'amitié avec le fils de la famille où il s'est trouvé. Voilà, son amitié pour la France a peut-être ses racines premières là, dans ce séjour. Le Havre, Honfleur, Comtois-Lens. Voilà, exactement. Oui, oui d'ailleurs, ce sont des relations, ce sont des relations commerciales, ce sont des relations d'affaires. C'est par l'intermédiaire de son père qu'il a pu trouver un correspondant au Havre qu'il a accueilli dans une famille. Alors, cette influence de la France, je crois, va être déterminante par la suite, puisque finalement, il va posséder le français à la perfection. Enfin, il va lire les auteurs français, il va parler le français. Et alors, on a cette succession de voyages. Ensuite, il est un peu plus âgé, c'est-à-dire qu'il va parcourir l'Europe avec son père et sa mère. Pendant un certain temps, il va rester seul, je crois, en Angleterre. Pendant 6 mois, à peu près, il va rester seul en Angleterre, il va apprendre l'anglais. Alors ce voyage, c'est assez étonnant, je crois qu'il faut y insister, puisqu'on a un enfant qui va parcourir, alors quel pays en Europe, Erika Thouner? Oui, d'abord la Hollande, peut-être aussi parce que le père donc a retrouvé là une partie de sa famille, c'est possible. Ensuite la France, la Suisse, l'Autriche, la Prusse, la Silésie, il a connu Prague. Vraiment le tour d'Europe, si on peut dire. C'était le grand voyage de sa vie. Dominique Bourrel, est-ce qu'on a une connaissance plus précise de ce qu'il retire de ce voyage? Pas beaucoup, parce qu'on a quelques notes, mais qui sont un peu plus tardives. Simplement, on l'a redit, mais l'apprentissage des langues, c'est-à-dire il en lit 7 régulièrement, et il a ramené aussi beaucoup de livres. On possède le catalogue de sa bibliothèque, et sa bibliothèque encore à Francfort, dans les archives Schopenhauer, qui sont annotés. Donc les livres qu'il a achetés comme ça en se promenant, et sur lesquels il remarque, comme on faisait à l'époque, dans la langue de l'auteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand il lit un livre en grec, la remarque est en grec, quand il lit un livre français, la remarque est en français, etc. Vous imaginez les problèmes que ça pose pour les chercheurs aujourd'hui, et on a une édition extraordinaire d'ailleurs aujourd'hui avec ces remarques. Alors vous le signaliez tout à l'heure, il y a plus d'un tiers de sa bibliothèque est constituée de livres français qu'il a achetés à ce moment-là, Chamfort, Vauvenargues notamment, et puis alors Balthazar Gracian sur lequel il va travailler pendant des années. Et j'ai l'impression que pendant ces années d'apprentissage, pendant ces années de voyage, il a déjà commencé à être un peu boulimique, probablement aussi en réaction contre son père, avec les livres. Et manifestement, ce voyage a aussi développé... Alors, c'était pas un bibliophile, mais c'était quelqu'un qui achetait beaucoup de livres et qui les lisait. Jean-Arthur Goldschmidt. Et il y a aussi un autre souvenir, c'est la découverte des Alpes, qui a joué dans son imaginaire un rôle absolument fondamental. Et je crois qu'il lui revient à plusieurs reprises ce regret qu'il a gardé toute sa vie de ne pas vivre au pied des glaciers des Alpes. C'est une espèce de fixation juvénile, adolescente, qui caractérise au fond toute son œuvre sur le paysage d'enfance, et ce qui le rapproche de Bergson d'ailleurs. Erika Thouner. Oui, j'ajoute une petite remarque. La boulimie des livres, c'est vrai, c'est important, mais on a aussi quelques notes de voyage de lui. Et chose curieuse, et je crois ça il faut le signaler, ces notes de voyage montrent déjà un grand pessimisme. Il observe l'être humain, et ce qu'il en tire, ce qu'il observe, ce qu'il formule sur l'être humain, montre déjà sa philosophie ultérieure. Didier Raymond, oui, c'est votre impression aussi? Oui, c'est tout à fait. Il y a des notes déjà très schopenhaueriennes avant l'heure, et un intérêt porté à tout ce qui peut être douloureux dans l'existence. Voilà, Quand il est à toutes les souffrances, quand il est à Toulon, il y a une très longue description du bagne de Toulon. Il y a une pendaison à Londres. Il y a une méditation sur les horreurs de la Révolution à Lyon. Et quand on compare d'ailleurs le journal de Johanna, qu'elle tient en même temps que son fils, on voit que les notes, les réflexions sont absolument différentes, et que lorsqu'ils sont à Toulon, où lui s'étonne de la misère de ces gens qui n'ont aucun espoir, qui sortiront du bagne pour mourir, elle répète sans cesse: j'espère que les chaînes ne lâcheront pas, et que avant que nous quittions Toulon, nous ne serons pas égorgés par tous ces gens. De l'autre côté, est-ce que, à l'égard du père, il y a un sentiment aussi de révolte, puisque finalement, le père veut le diriger vers une carrière commerciale qu'il n'accepte pas, il veut lui faire des études
qui ne sont pas les études vers lesquelles ils se sont véritablement entraînés. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une réaction à l'égard du père, hein, Dominique Bourrel? Oui, il y a sûrement un décalage de deux mondes. Il y a sûrement un décalage de deux mondes, justement, entre le père et le fils. Et ce qui me frappe aussi, c'est que Schopenhauer est à une période charnière. Enfin, c'est la fin de la Aufklärung et c'est pas encore l'idéalisme Oui, allemand. alors justement, j'allais vous le dire, il naît en 1788, un an avant la Révolution de 1789, une révolution qui va avoir des conséquences importantes en Allemagne, qui va marquer toute une génération, même la génération romantique, qui va au début saluer avec enthousiasme la Révolution française. Or, le père est davantage de ce côté du XVIIIe siècle, avec l'esprit des Lumières, le cosmopolitisme, tandis que Schopenhauer, toute son enfance, va être marqué par les réactions contre la Révolution française. Et il va toujours se sentir, on le verra probablement plusieurs fois, il va toujours se sentir un peu en décalage avec justement ses érudits, ses savants, ses professeurs. Il vient pas d'une maison de pasteurs, ce qui est, comme vous savez, absolument capital. C'est-à-dire que tous les autres, tous ses collègues sont tous des fils de pasteurs. Il n'a pas eu le même background culturel, la mouvance piétiste ou la Aufklärung. Donc il a toute une série de raisons très tôt de se trouver tout à fait à chaque fois en porte-à-faux. Et c'est pour ça que c'est pas tellement étonnant d'ailleurs que sa philosophie soit aussi tellement quelque chose d'autre, de totalement inclassable par rapport justement au classique de l'idéalisme allemand. Et je pense qu'il a dû en avoir très tôt le sentiment. D'un autre côté, ces sentiments sont doubles, n'est-ce pas? Il y a d'un autre côté aussi un grand sentiment de compassion, de pitié au moment où le père est tombé malade, où il voit la misère de ce père abandonné, seul, ce commerçant enfin, riche, fortuné, et tandis que la mère donnait ses réceptions, se divertissait, et c'est là qu'il a vu son père dans un état déplorable. Je crois qu'il faut signaler éventuellement ce sentiment de pitié qui est si caractéristique de toute sa philosophie ultérieure. Est-ce qu'on a des traces sur les réactions de Schopenhauer à l'égard de la maladie de son père? Absolument. Parce que cette maladie, il y a des notes. Qu'est-ce que c'était finalement? On disait qu'il perdait la tête. On ne sait pas trop bien. Comme vous avez dit tout à l'heure, on ne sait même pas trop bien si c'était un suicide ou si c'était une mort naturelle, normale. Oui, puisqu'il est tombé du grenier. Il est tombé du grenier, voilà. C'est vraiment pas... Mais est-ce que ce n'est pas justement un choix? Oui, on a évidemment tiré toutes les hypothèses de cela. C'est que le père, se voyant perdre ses moyens intellectuels au fur et à mesure des mois, a décidé tout simplement de se suicider. C'est une interprétation. C'est vraisemblable. Il est évident que 2 années de ma jeunesse ont été entièrement perdues pour les disciplines scolaires. Et cependant, ne m'ont-elles pas apporté des fruits d'autres sortes qui ont largement compensé cette perte? À l'âge où l'intelligence s'éveille et s'ouvre aux impressions du dehors, où le jeune homme est avide de comprendre et de savoir, on ne m'a pas, selon l'usage, rempli la mémoire de formules mal appropriées à des objets dont je ne pouvais avoir aucune connaissance exacte. Au contraire, je me suis nourri de la vision des choses. J'ai appris ce qu'elles étaient avant de m'exercer à raisonner sur elles, et je me suis habitué de bonne heure à me défier des formules et à ne pas prendre les mots pour les choses. Est-ce que ça a marqué Schopenhauer? Parce que je vous posais la question, est-ce qu'il y a véritablement des notes concernant cette compassion? Est-ce qu'il y a une philosophie de la souffrance, peut-être, qui est tirée par Schopenhauer de cet épisode? Peut-être pas encore une véritable philosophie de la souffrance, n'est-ce pas? Il était quand même très jeune, c'était en 1805, donc il avait 17 ans. Mais il note combien il est bouleversé et consterné de voir son père cloué à un fauteuil et ne pouvant pas bouger. Enfin, ce père qui avait le sentiment de la dignité. Et je crois que ça l'avait quand même beaucoup choqué. Didier Raymond. Oui, comme vous dites, pas une philosophie de la souffrance, mais sûrement on trouve souvent des réflexions chez les jeunes Schopenhauer et aussi plus tard dans les Parerga sur la solitude fondamentale des êtres, l'incompréhension les uns envers les autres, la vanité des sentiments. Et à cette époque-là, Schopenhauer se compare à Hamlet plusieurs fois.
Alors, les relations avec la mère, je crois qu'elles sont très difficiles et elles expliquent en partie l'attitude de Schopenhauer à l'égard des femmes. Qu'en pensez-vous, Erika Thuner? Johanna, qui a dû être une femme cultivée, ouverte, chaleureuse peut-être même, extrêmement sociable en tout cas, qui aimait tenir salon, aimait recevoir à Weimar Goethe, était parmi ses amis, avait un fils qui était hostile à cette sociabilité. Un premier conflit est né de cela. Un deuxième conflit est né, je pense, de son incompréhension totale. Elle n'y est peut-être pas pour rien, mais c'est ainsi, il faut noter le fait, une incompréhension totale du génie de son fils. Lorsqu'il a publié sa thèse, la quadruple racine du principe de raison suffisante, elle en a pris note, mais elle a cru que son fils parle d'une racine dentaire, et dit que c'est une thèse de pharmaceute, n'est-ce pas? Elle dit que ça doit être un livre très utile aux pharmaciens. Voilà. Bon, alors cette incompréhension totale a dû quand même le blesser, vraisemblablement. Dernier élément, elle a publié beaucoup de romans de son vivant, c'est stupéfiant, 24 volumes de romans, et on a prêté attention à cette littérature, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème, tandis que Schopenhauer n'a eu aucun écho. Oui, est-ce que justement peut-être aussi la mère n'est pas trop ouverte au monde, avec tout ce côté superficiel qui en découle, avec également le succès qu'elle remporte, ses romans sont extrêmement lus dans l'Allemagne de l'époque, et au contraire, en réaction, est-ce que Schopenhauer n'est pas amené à se replier sur lui-même? Je pense que c'est une analyse psychologique qui est très convaincante. Puis il y a aussi la sœur, il ne faut pas la passer tout à fait sous silence, Adèle. Plus jeune que lui, de 9 ans, n'est-ce pas, qui elle aussi écrit, et elle a laissé un journal d'une solitaire, le titre est peut-être symptomatique pour une sœur de Schopenhauer, et qui l'a soutenu, qui l'a beaucoup aimé, mais qui a peut-être eu une incompréhension un peu analogue à celle de la mère à l'égard de ce frère tout à fait exceptionnel. Alors, vous posez le problème de Schopenhauer et les femmes, nous allons tous intervenir sur ce problème. Puisque l'image que l'on a de Schopenhauer, l'image que l'on a, c'est celle de l'antiféminisme. Oui. Vous avez parlé de misogynie, et effectivement, dans tout le 19e siècle finissant, en France, c'est bien l'image qu'on en a essentiellement retirée. Oui. Bon, vous me direz, il y a peut-être d'abord, sur le plan biographique, bien qu'il n'aimait pas cela, à évoquer quelques rencontres qu'il semble avoir eues avec des femmes qui étaient sans doute des rencontres décevantes. Une première rencontre avec une actrice à Weimar. Il aimait bien les actrices, du reste, n'est-ce pas, Dominique Bourrel? Vous savez, il est revenu à une actrice à Berlin. Et à Weimar, c'était Caroline Jagemann, qui était une actrice célèbre pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'était une excellente comédienne, je crois, et d'autre part parce que c'était la maîtresse en titre du duc Charles-Auguste, une intrigante au premier plan, je crois, qui a obligé Goethe, en quelque sorte, à se retirer du théâtre en 1817. Bon, alors, l'unique poème d'amour qu'on connaisse de Schopenhauer est adressé à cette actrice, disons, son aînée, du reste, à Caroline Jagemann. Et la deuxième actrice est une autre Caroline Richter, qu'il connaît à Berlin en 1820, qui se montre sur la scène sous le nom de Caroline Meudon, et dont on dit que c'est une demi-prostituée, et qu'elle a eu un enfant de Schopenhauer, qui est un enfant mort-né. Alors, reste l'aventure la plus mystérieuse, la plus passionnante peut-être, celle de Venise, l'aventure italienne. Il y est allé après avoir achevé sa grande œuvre, Le monde comme volonté et comme représentation, en 1818. Il trouve là une jeune et jolie vénitienne dont on croit savoir qu'elle s'appelait Teresa Fuga, très joli nom, Fuga. Et il se promène avec elle sur le Lido, et il a une lettre de recommandation adressée à Byron de la main de Goethe,
Et le hasard veut que lui et cette jolie femme rencontrent Byron, bel homme, poète célèbre, et que cette jeune personne, a le malheur de s'exclamer « Voilà le poète anglais ». Alors, Schopenhauer, pris d'une jalousie féroce, essaie de l'éloigner de Byron, ne remet pas la lettre de recommandation de Goethe à Byron, ce qu'il a regretté plus tard, hein, du reste. Et cette jeune personne se sépare sous peu de Schopenhauer. Voilà pour les plans biographiques. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Du Dominique côté Bourrel. homme. C'est-à-dire, oui, justement, on pourrait aussi quand même défendre un peu Johanna, parce que Schopenhauer aurait quand même dû s'apercevoir qu'il avait quand même une mère assez exceptionnelle, malgré tous ses défauts, parce que c'est la première génération des femmes qui vont avoir des salons très importants, des femmes intellectuelles. Tout à fait. Le 18e n'en connaît que deux, c'est Madame Dacier, la philologue, et la femme de Gottsched, qui fait des traductions philosophiques. Et puis après, il faut attendre La justement génération romantique. la génération Oui, des romantiques, avec la fille de Mendelssohn, Ralph Voilà. Flanagan, et Johanna Schopenhauer fait donc partie de la première génération. Et ça, au moins, ça aurait pu mériter quand même d'être salué, quoi. Ça doit mériter. De plus, d'être elle n'est pas salué. d'origine aristocratique. Donc, on peut dire que c'est finalement une autodidacte. Tout à fait. Elle en a que plus le mérite d'ailleurs, Voilà. hein, parce que c'est pas quelque chose qu'elle a hérité de sa famille justement, et donc vraiment, et à Weimar il y avait de la concurrence. Et donc là, elle a effectivement sûrement dû avoir cela à la force du poignet, et c'est pour ça qu'elle a aussi peut-être regretté un peu le manque de complicité, c'est le moins qu'on puisse dire, de son fils. Georges Arthur Goldschmidt. Il ne faut pas oublier que les femmes ont eu un rôle libéral extraordinaire en Allemagne. Et nous tombons là dans un domaine extrêmement important, qui est aussi le problème du Foetor Judaicus, l'odeur juive, chez Schopenhauer. Et nous tombons ensuite dans la psychanalyse. C'est pas par hasard que Freud a tiré tout ce qu'il a trouvé dans Schopenhauer, c'est-à-dire le grand refoulement du 19e siècle anti-féminin, l'assimilation entre les juifs et les femmes.